Madame, Monsieur, bonjour. Nous allons aujourd'hui entamer la troisième épisode de notre émission Discuter avec le citoyen et avec notre invité, comme d'habitude, Monsieur Khalil Ziguindi, qui est journaliste d'investigation. Donc nous avons parlé précédemment de l'histoire de l'islam en Belgique. Et puis, nous avons parlé aussi de l'implantation du chiisme en Belgique. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'implantation des frères musulmans en Belgique. Et donc, je vous informe aussi que nous allons avoir encore 2 épisodes dans le futur, donc en tout cas dans la semaine prochaine, et pour essayer d'aller plus loin, en fait, dans les explications concernant en tout cas les groupes, les courants, les idéologies qui existent d'une manière générale en Belgique, afin de donner en fait un maximum d'informations aux citoyennes et aux citoyens, et afin de leur, en tout cas, les stimuler, les aider à se positionner par rapport en fait à la diversification qui existe, en tout cas dans les courants islamiques d'une manière générale. Monsieur Khalil Ziguindi, bonjour. Bonjour, Monsieur Ramouche. Merci de nouveau d'être sur le plateau de Al-Mouatin. Et je commence par la première question. Les frères musulmans, qui sont-ils ? Les frères musulmans, c'est une grande organisation à vocation internationale. Donc, il n'existe pas un pays sur la planète où les frères musulmans ne sont pas présents. Ils sont présents en Afrique, ils sont présents en Asie, ils sont présents au Proche-Orient, ils sont présents aux États-Unis, bien entendu, en Europe, ils sont présents en Australie, ils sont présents partout. Donc, c'est une organisation à vocation internationale qui est née, pour revenir un tout petit peu à l'histoire, en 1928, à l'initiative d'un instituteur qui, à l'époque, s'appelait, qui est décédé depuis lors, Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, c'est le grand-père de Tariq Ramadan et de Hani Ramadan, qui sont actuellement en Europe. L'un, le premier en Suisse, c'est-à-dire Hani Ramadan, et le second, après avoir travaillé beaucoup en Suisse, a préféré passer plutôt en France pour se partager un petit peu les tâches avec son frère et d'autres membres et groupes de l'organisation Frères musulmans en Europe. Alors, au départ, à la naissance, c'était un mouvement qui travaillait beaucoup sur le caritatif, le social et l'éducatif de la population. Parce qu'il estimait que la société, si le colonialisme a réussi à pénétrer dans les sociétés arabo-musulmanes, c'était parce que il y avait une sorte de distanciation surtout des élites musulmanes à l'époque, avec, je dirais, les principes, les valeurs de l'islam tels que préconisés par ses premiers promoteurs, c'est-à-dire par les compagnons du prophète, etc. Et donc, il fallait donc renouer avec la tradition, avec le discours, avec l'éducation musulmane. Et donc, les moyens que se sont donnés les frères musulmans à cette époque-là, tout au début, c'était des activités caritatives et sociales. C'est-à-dire, ils travaillaient, comme les populations étaient pauvres, démunies, beaucoup de paysans qui ne trouvaient pas de travail, etc. Ils ont commencé à travailler avec le caritatif, c'est-à-dire aider les gens dans leur vie de tous les jours, sur le plan social, sur le plan caritatif, et surtout sur le plan éducationnel. Ils ont créé beaucoup d'antennes de petites mosquées dans les villages, dans les grandes villes, etc., égyptiennes, c'était en Égypte. Donc le démarrage, c'était en Égypte. C'était en Égypte. Donc c'est parce que Hassan al-Banna, c'est un Égyptien. Donc, et c'est là que l'organisation, au départ, est née. Mais il n'avait pas, au départ, ni des activités, ni une vocation à s'internationaliser ou à faire de la politique au sens où on l'entend aujourd'hui, ou à porter les armes. Donc c'était vraiment par la da'wa, par l'encadrement des musulmans, etc. La première initiative prise par Hassan al-Banna dans le sens politique, c'était en 1935, lorsqu'il a pris contact avec Amin al-Husseini, qui est le moufti de Jérusalem,
lorsque le mouvement sioniste international avait commencé à concrétiser l'arrivée des populations juives de par le monde en Palestine. Et il a pris contact avec le mufti de Jérusalem pour lui proposer une collaboration, son aide, pour faire face justement à l'expansion du sionisme donc, en Palestine à cette époque-là. Ça, c'était en 1935, c'est-à-dire 7 ou 8 ans après la naissance de la... Et il a participé aussi, les frères musulmans ont donné, je dirais, des éléments, des militants pour participer à la première insurrection arabe en Palestine en 1936, contre les colons juifs qui s'installaient, des colons armés à l'époque, qui allaient créer des organisations qui elles-mêmes allaient donc verser dans le terrorisme, comme la Haganah, le Stern, etc. Et donc, ils ont participé à des affrontements directs en Palestine, aux côtés des Palestiniens à l'époque, contre l'installation des groupes armés et des colons juifs en Palestine. Et M. Khalid Ziguindi, on va arriver au fur et à mesure en fait à parler en détail en fait et avec précision sur le fonctionnement de l'organisation des frères musulmans. Mais avant ça, j'ai une autre question. Quels sont en fait les États du monde musulman où les frères musulmans sont implantés? C'est-à-dire les frères musulmans, comme je l'ai dit au début, n'avaient pas cette vocation à vouloir s'exporter au départ. Ils voulaient faire leur travail militant, etc., en Égypte et peut-être dans les pays voisins comme la Jordanie, comme par exemple le Liban, etc. Mais ils n'avaient pas cette vocation à s'exporter. C'est un accident de l'histoire qui a fait que les frères musulmans ont décidé de s'exporter, c'est-à-dire en 1954, lorsque Nasser, qui avait été victime d'une tentative d'assassinat, à l'époque, il avait attribué aux frères musulmans. Bon, là, l'histoire ne précise pas vraiment si c'était les frères musulmans qui étaient à l'origine de cette tentative ou pas. Eh bien, il a décidé de dissoudre la confrérie des frères musulmans, avec laquelle d'ailleurs il était en bon terme à un certain moment, même avant sa révolution de 1952, donc Nasser. Et c'est comme ça qu'il y a eu des tas d'assassinats, dont celui d'ailleurs de Hassan el-Banna, qui a été assassiné donc en Égypte pendant cette période très trouble, et des arrestations par milliers, par dizaines de milliers, qui ressemble à peu près à ce qui se passe aujourd'hui en Égypte avec les frères musulmans. Et donc les frères musulmans ont été obligés de s'expatrier, de partir vraiment un peu partout dans le monde, et surtout dans les pays voisins. L'Arabie saoudite, qui était à l'époque dans le giron américain, et qui s'opposait à Nasser, qui lui est dans les girons soviétiques, a décidé d'accueillir une très grande partie des cadres, surtout fréristes, qui se sont installés donc en Arabie saoudite, dont d'ailleurs Saïd Ramadan, qui est le père de Hani Ramadan, qui se sont installés en Arabie saoudite, avant que Saïd Ramadan ne décide de venir s'installer en Europe vers le début des années 60 et de penser justement à créer un centre islamique à Genève, un centre islamique à Munich et un centre islamique à Bruxelles. Et donc quand ils se sont installés en Arabie saoudite, c'était la très grande partie des cadres fréristes se sont installés en Arabie saoudite, eh bien ils se sont installés en Arabie saoudite, mais ils ont investi, je dirais, les secteurs de pointe au niveau de l'éducation, de l'administration et du fonctionnement de l'État. Parce que l'Arabie saoudite avait très peu de cadres à l'époque. Les familles wahhabites, c'était des familles issues de bédouins, et donc il manquait justement de cadres. Ils ont investi, mais vraiment les institutions, qu'ils ont d'ailleurs aidé à créer par la suite, de l'Arabie saoudite. Beaucoup de frères sont partis en Europe à l'époque. Il y en a qui sont partis en Syrie, il y en a qui sont partis en Palestine. Par la suite, il y en a qui sont partis à Londres, en Allemagne. Et autres pays musulmans, autre l'Arabie saoudite, qu'il est l'autre pays musulman. La Jordanie, le Yémen, la Syrie, vers tous ces pays-là, tous les pays du Proche et du Moyen-Orient, même l'Iran, à un moment donné, il y a eu une fusion entre les fidayines
du peuple en Iran, qui était donc dirigé par un grand ayatollah qui était l'ayatollah Safavi, qui a laissé donc sa place après à l'ayatollah Khomeini, avait fusionné avec les frères musulmans à un moment donné en Iran, même si les deux idéologies de base n'étaient pas tout à fait compatibles. Et donc, pour vous dire que l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient, puis après, se sont élargis. Ils ont rayonné vers des pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Et depuis quand, en fait, les frères musulmans s'intéressent-ils, en fait, à l'Europe? Alors, justement... Ça a commencé, en fait, en tout cas, le principal artisan de ce rayonnement des frères musulmans vers l'Europe, c'est Saïd Ramadan, qui est le père de Tariq et de Hani Ramadan. Et donc, lui, il est parti au début des années 60, donc en Europe, à Genève. Il a installé, donc, avec l'aide des Saoudiens, le premier centre islamique financé par l'Arabie Saoudite, etc. Il a été le principal artisan aussi de la fondation de la Ligue islamique mondiale, qui a financé l'ensemble de toutes les structures fréristes en Europe, et qui a même été à l'origine de la création d'une banque européenne, dont d'ailleurs Al-Qaradawi est un des principaux actionnaires, qui a été donc créé à Dublin, donc en Irlande. Et donc, le principal artisan de ce rayonnement, de cette expansion vers l'Europe, c'est Saïd Ramadan, qui était donc le fils un des fils de Hassan Banna. Et donc c'est comme ça que les frères musulmans ont commencé à s'intéresser à l'Europe. Mais vous avez parlé tout à l'heure, en fait, de l'exil, en tout cas des frères musulmans vers l'Arabie Saoudite, et quel est le lien actuel, en tout cas, qui existe entre le wahhabisme et les frères musulmans? Alors actuellement, il y a eu des hauts et des bas dans les relations avec les frères musulmans et les wahhabis d'Arabie Saoudite. Bien qu'ils ont commencé à travailler beaucoup ensemble pour structurer l'État saoudien, etc., parce que les cadres fréristes étaient beaucoup plus compétents, bien sûr, que les cadres qui existaient, qui étaient beaucoup plus des cadres salafistes qui faisaient de la da'wah, de l'expansion de l'islam salafiste, tel que promu par les compagnons du prophète, etc. Eh bien, la première tension est née pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Les frères musulmans avaient pris fait et cause, à l'époque, pour Saddam Hussein, paradoxalement. Et les Iraniens, donc bien sûr, et l'Arabie Saoudite, évidemment, était dans le camp qui voulait, qui voulait impliquer le régime de Saddam Hussein dans cette guerre pour essayer de le piéger et finalement de le pousser à s'empêtrer dans cette guerre et finalement d'aboutir, comme cela a été le cas, à supprimer son pouvoir dans la région, ce qui est d'ailleurs arrivé. Les Américains ont joué un rôle très important avec les frères musulmans. Il faut savoir que les frères musulmans, déjà, juste après la guerre, ils ont été reçus par le président Eisenhower aux États-Unis, du temps de Nasser. C'est lui d'ailleurs qui les a poussés à prendre fait et cause contre Nasser, et qui les a quelque part piégés, comme d'ailleurs les Américains ont cette tendance à piéger tous les mouvements islamistes pour les utiliser après pour les rejeter, comme dès lors quand ils n'en ont plus besoin. C'est arrivé déjà avec Oussama Ben Laden, c'est arrivé avec les frères musulmans, etc. Donc finalement, l'opposition des frères musulmans qui s'entendaient relativement bien avec Nasser était suscitée par les Américains, qui voulaient les utiliser justement pour contrer Nasser, qui pour eux était le satellite de l'Union soviétique dans la région. Et donc, ça c'est la première tension, c'était pendant la guerre de Saddam Hussein contre l'Iran. La deuxième tension, elle est récente, depuis 2011, avec ce qu'on appelle le printemps arabe. Eh bien, l'Arabie Saoudite
a pris fait à cause pour le régime de général Al-Sisi, et donc il l'a soutenu contre la boucherie, on peut l'appeler comme ça, que ce maréchal a perpétré contre le mouvement des frères musulmans en Égypte. Quelle est, à votre avis, M. Khalid Zguendi, l'influence actuelle ou la force des frères musulmans en Europe, ou le degré en tout cas de la force des frères musulmans en Europe? Les frères musulmans, ils ont une sorte de credo, de principe, qui est celui de dire, dans la vie des musulmans, il doit toujours y avoir des hauts et des bas, du flux et du reflux, ce qu'on appelle en arabe al-jazr ou al-mad. Donc, ils vivent avec ça. Ils savent très bien que leur parcours n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ils ont assimilé ce principe-là, ce credo-là. Et pour les frères musulmans, le temps ne compte pas. C'est-à-dire, ils disent que de toute façon, tôt ou tard, nous arriverons à instaurer ce qu'ils souhaitent donc instaurer à travers la planète, ou réinstaurer le califat tel qu'il a existé pendant les époques fastes de l'islam. Donc ça, c'est leur credo. Et donc aujourd'hui, leur influence est en net recul dans les pays arabo-musulmans. Mais ils ont opéré un recul tactique vers l'Europe pour pouvoir se refaire une sorte de force, une sorte pas de virginité, mais en tout cas pour un petit peu se revigorer en Europe, en Afrique, etc. Et c'est maintenant, ils en sont à cette étape-là. Alors, leur force en Europe a commencé. Donc leur implantation en Europe a commencé dans les années 60 avec les centres islamiques, mais il a connu depuis 15 ans une accélération très importante avec l'action de Tariq Ramadan, qui lui a décidé de structurer l'ensemble de tout ce qui compte comme jeunesse islamique ici en Europe. Quand je dis jeunesse islamique, je veux parler surtout de la jeunesse des cadres, des intellectuels, des penseurs, etc. Donc les frères musulmans, contrairement aux salafistes de l'Arabie Saoudite, ne s'intéressent pas aux délinquants, ne s'intéressent pas aux va-nu-pieds. Eux, ce qui les intéresse, c'est de capter, d'enrôler, de recruter les cadres qui comptent sur la place publique, les cadres qui font de la politique, les cadres qui font dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, dans la recherche, etc. Mais avec un plus, c'est-à-dire que ces cadres-là, pour eux, doivent avoir un pied, un prolongement au sein de la société. Ils ne doivent pas être isolés de la société dans laquelle ils vivent. Donc ça, c'est la stratégie de Tariq Ramadan qu'il a conçue avec son maître à penser, qui est Cheikh Youssef Al-Qaradawi, qui finance à travers sa banque irlandaise, et dont une antenne se trouve au Liechtenstein, donc toutes les activités, et ça d'un côté. De l'autre côté, de faire avancer un certain nombre d'intellectuels musulmans pour prendre, je dirais, la direction des mosquées et des lieux de culte qui comptent en Europe, et des fédérations aussi, comme par exemple la France avec l'UEF, ou bien en Europe avec l'UOIE, donc l'Union des organisations islamiques d'Europe, qui est donc, je dirais, la structure fêtière de toutes les unions des pays européens qui hébergent les mosquées. Et donc, c'est structurer les mosquées, y installer à leur tête des jeunes intellectuels. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Strasbourg après le départ d'Abdallah Boussouf. Donc c'est un frère musulman, donc c'est un grand intellectuel, un médecin de renom qui a pris la tête. Dans toutes les grandes fédérations de mosquées d'Europe, ce sont les frères musulmans. Donc, pour dire que les frères musulmans d'Europe sont pas difficilement enclins à se laisser démolir, mais on ne peut pas les démolir. Ok. Nous allons arriver en tout cas sur la Belgique.
Donc, et sur l'implantation en tout cas des frères musulmans en Belgique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait par rapport en tout cas de l'histoire, disons, de l'implantation, depuis quand les frères musulmans quelque part ont commencé à s'implanter en Belgique? Les frères musulmans ont commencé à s'implanter en Belgique, comme je l'ai dit, depuis les années 60. Le centre islamique a hébergé un certain nombre de frères musulmans qui avaient été envoyés par le frère de Tariq Ramadan. Il y avait des jeunes musulmans qui étaient des étudiants en Belgique, comme Mohamed Al-Arbi, Tmsamanish Bagouda, comme d'autres, comme par exemple beaucoup d'autres qui sont devenus des professeurs de religion islamique ici en Belgique, qui ont été recrutés par l'islam. Mais c'était soit comme Mohamed Sarir, par exemple, qu'on connaît, qui était donc un des imams, etc., dans certaines mosquées. Mais ça, c'était l'époque où les frères musulmans existaient, mais qui n'étaient pas très influents. Ils avaient des antennes un peu partout, mais ils n'étaient pas très influents. L'influence des frères musulmans a commencé il y a à peu près 10 à 15 ans ici en Belgique, avec l'arrivée de Tariq Ramadan ici en Belgique, pour justement structurer la jeunesse musulmane en Belgique, et surtout les cadres qui travaillent dans le monde de l'économie, dans le monde de la culture, dans le monde du sport, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de la finance, etc. Ça, et la première structure qu'il a mis en place, c'est la structure présence musulmane, qui devait donc regrouper en son sein je dirais toute la classe des intellectuels et des cadres musulmans de Belgique, notamment avec la structure qui réunit maintenant les entrepreneurs musulmans, à la tête de laquelle se trouve par exemple Tawfiq Hamzil, comme par exemple au niveau des chercheurs avec par exemple Privot, etc. Donc voilà, donc ça a commencé il y a 12. Et maintenant, les choses sont allées très loin. Il y a des artistes qui collaborent avec la présence musulmane et qui se sont impliqués notamment, je ne dis pas qu'ils sont membres de la confrérie des frères musulmans, mais qu'on collabore avec cette nébuleuse, avec cette organisation en Belgique, notamment Ismail Saïdi de Djihad, etc., etc. Donc voilà. Aujourd'hui, il n'existe aucune structure en Belgique qui émarge à l'islam, ou même à l'immigration issue des pays musulmans, qui ait autant de force et de puissance au sein, je dirais, des communautés musulmanes en Belgique que l'organisation des frères musulmans. Quelle est la situation, en tout cas actuelle, dans le monde arabe de la confrérie des frères musulmans? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein du monde arabe, les frères musulmans pensent aujourd'hui qu'il va falloir quelque part faire un pas à côté, parce qu'ils sentent que maintenant ils sont dans l'œil du cyclone, dans le viseur de tous les régimes dictatoriaux arabes qui ont avorté le printemps arabe, par le biais duquel d'ailleurs les frères musulmans sont arrivés au pouvoir pendant quelques années en Égypte, en Tunisie. Même en Syrie, il voulait aussi quelque part infiltrer les mouvements de protestation qui ont débuté dans les années 2011, donc en Syrie, avant que le combat des Syriens ne prenne une direction armée. Et donc, ça, c'était vraiment une époque qui n'a pas duré très longtemps. Puis après, il y a eu donc le coup d'épée qui s'est abattu sur les frères musulmans, et pour le moment ils sont dans une période, dans une étape de recul généralisé, et ils sont assommés, mais ils ne sont pas morts. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi? Ils sont assommés, bon maintenant, ils se sont repliés sur l'Europe, pour essayer de se refaire une santé. Et alors ils essayent maintenant d'entamer une autre stratégie, qui est la stratégie de dire, voilà, les frères musulmans ne veulent plus faire de la politique, mais veulent faire de la da'wa, en tout cas séparé entre je dirais l'aspect de la da'wa, c'est-à-dire de la promotion de la religion, et de la politique.
ce qui est le cas par exemple maintenant de l'Ennahda en Tunisie, qui a décidé de scinder la politique, je dirais, du domaine de la piété. Au Maroc, ils ont bien compris ça bien avant, parce que leur théoricien de base, qui est le docteur Khatib, avait très bien intégré cette notion-là, avant même l'ensemble des structures dirigeantes des frères musulmans de par le monde, et de leur dire, voilà, donc il faut absolument séparer entre les deux. Et donc ils ont compris, le PJD, qu'il fallait donc passer, séparer entre le mouvement, le mur, donc le mur qui est le mouvement de l'unité, je ne sais plus comment, le mur, et de la, je ne sais plus comment ça s'appelle ce mouvement-là, avec l'Oustad Raissouli, qui est un éminent alim au Maroc. Il vient d'ailleurs de faire une fatwa sur l'affaire du Ramadan. Il y a des gens qui ne respectent pas le Ramadan, les jeûneurs. Et donc, les Marocains, les Turcs ont compris avant les autres qu'il fallait scinder entre je dirais, l'aspect politique et l'aspect de la religion. Et donc il n'y a pas vraiment de similitude, si j'ose dire, entre par exemple les confréries ou les diversifications des confréries qui existent au niveau international. Il n'y a pas de point commun, par exemple, entre les frères musulmans en Tunisie, les frères musulmans en Algérie, ou les frères musulmans en Égypte et en Turquie. Donc il n'y a pas vraiment, c'est pas un bloc qu'on peut désigner comme frères musulmans qui ont une idéologie commune avec des règles, avec peut-être des limites et des fonctionnements explicites. Il y a eu toujours des relations très suivies entre l'ensemble des structures nationales des frères musulmans, avec la maison mère qui est la maison égyptienne, et puis il y a eu aussi toujours un certain nombre de coordinations entre les actions des frères, notamment pour ce qui concerne la cause première des musulmans de par le monde, qui est la cause palestinienne. Donc le soutien de l'ensemble des structures des frères au niveau des nations a toujours abondé dans le sens du soutien de Hamas en Palestine. Ça c'est clair. Il y a toujours eu un certain nombre de coordinations autour d'un certain nombre d'éminences, de personnalités de grande importance, comme par exemple le Cheikh Qaradawi, qui a toujours, au niveau de l'ensemble des structures de frères musulmans de par le monde, a toujours été si vous voulez, le grand coordinateur de toutes ces structures. Le problème des frères musulmans aujourd'hui, c'est qu'il manque de personnalités et de cadres charismatiques qui pourraient s'imposer comme Qaradawi reste le seul actuellement à pouvoir le faire, mais le jour où le Qaradawi, par exemple, arrivera à disparaître, on ne le souhaite pas, on n'en est pas à ce stade-là de souhaiter aux gens de mourir, mais disons que le jour où le Qaradawi partira, les frères musulmans resteront sans dirigeants, théologiens, politiciens, stratèges charismatiques, comme c'était le cas dans les années 50 ou 60. Les frères musulmans en Belgique, nous allons encore essayer de revenir vers la Belgique. À votre avis, est-ce que leur présence est plus positive en tant qu'idéologie, en tant que Coran, en tant que méthodologie en tout cas, musulmane? Est-ce qu'il est plus adapté en fait à la démocratie, par exemple, belge, au fonctionnement des règles et des lois belges, ou qu'est-ce que vous en pensez? Bon, depuis que les frères musulmans égyptiens ont été quasiment défaits de la place politique, il y a eu des scissions au sein d'un certain nombre de structures des frères musulmans dans les pays arabes, comme en Jordanie, comme par exemple ailleurs dans d'autres pays, de gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec la stratégie des frères musulmans en Égypte, qui voulaient absolument s'accaparer l'ensemble des structures du pouvoir, quitte à provoquer donc un retour de manivelle des autres forces politiques en Égypte, ce qui a d'ailleurs été le cas, et c'est une des graves erreurs stratégiques qui a été commise par les frères musulmans en Égypte, de vouloir prendre
aussi bien sous leur houlette, je dirais, le pouvoir législatif, le Parlement, le pouvoir exécutif et la présidence. Ça, c'est vraiment une erreur monumentale qu'ils ont commise. Et donc, il y a eu des scissions, même au sein de l'organisation mère en Égypte. Il y a des débats très houleux par rapport à ceux qui sont partis en Turquie, ceux qui sont par exemple au Qatar, ou ceux qui sont restés en Égypte. Il y a pour le moment un débat au sein de l'organisation des frères pour savoir quelle est la stratégie à mettre en place. Certains vont même jusqu'à dire, comme l'ont fait d'ailleurs en Tunisie, qu'il va falloir se prononcer sur la question du khalifa. Est-ce qu'on maintient cette position stratégique ou est-ce qu'il faut s'adapter aux réalités des nations telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, et donc d'adapter la structure des frères et le discours et l'action des frères, je dirais, au niveau des nations dans lesquelles ils existent. Et la mise en mer, disons, en Égypte, après la chute de Morsi, soit après 2013. 2013. Est-ce que éventuellement la mer égyptienne a encore, en tout cas, de la puissance pour justement décider de quoi que ce soit actuellement? Non. Le débat se situe maintenant au niveau des gens qui sont partis. Qu'ils soient en Turquie, soit aux États-Unis, soit à Londres, soit en Allemagne pour quelques-uns d'entre eux, et au Qatar. Au Qatar, au Koweït, etc. Le débat se situe à ce niveau-là, à l'extérieur de l'Égypte. En Égypte, l'ensemble des cadres fréristes, notamment Al-Mourchid Al-Ala, etc., sont en prison, sont condamnés à mort et ne sont pas prêts de recouvrer leur liberté. Et donc, ils ne sont pas pour le moment, ils sont assommés, ils ne sont pas à même aujourd'hui de mener à tête reposée une réflexion sur le devenir des frères musulmans. Et donc, on voit que c'est surtout en Turquie que ça se passe, au Qatar, etc. En Europe, ce qui s'est passé en Égypte a influé sur la réflexion des frères musulmans en Europe. Et aujourd'hui, si on regarde bien et si on lit entre les lignes, on remarque par exemple qu'il y a des gens comme Tariq Ramadan qui est devenu quelque part très critique vis-à-vis des frères musulmans d'Orient, qui est devenu très critique vis-à-vis du Qatar, très critique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, etc., et qui cherche actuellement une autre voie que celle qu'il avait empruntée au départ sous la houlette, je dirais, de la maison mère égyptienne. Et dans une certaine mesure aussi syrienne. Et donc aujourd'hui, il y a une réflexion pour savoir si on va trancher pour que les frères musulmans deviennent des citoyens d'Europe, mais pour promouvoir un islam réellement d'Europe sans double discours et sans hypocrisie, un islam d'Europe. Tariq Ramadan d'ailleurs a même demandé récemment de prendre la nationalité française. Il ne cache pas son souhait de faire de la politique en France. Et je pense qu'il y a, on ne sait pas vers quoi les frères musulmans vont s'acheminer dans le futur à venir, mais il y a une dynamique de réflexion actuellement qui traverse, je dirais, l'organisation européenne des frères musulmans, avec des gens qui prennent leur distance. On l'a vu avec beaucoup de gens qui ont quitté les frères musulmans, avec beaucoup de gens qui parlent d'avoir pris des distances avec les frères musulmans, comme Michael Privot, etc. Et donc, vers quoi ça va aboutir? Est-ce que c'est quelque chose de sincère? Est-ce que c'est une démarche, une dynamique qui relève d'une certaine prise de conscience, je dirais, d'une volonté de citoyenneté musulmane en Europe, etc. Nous verrons dans les prochaines années ce que cela va donner. Mais il y a une intéressante dynamique de réflexion qui traverse aujourd'hui la structure des frères musulmans en Europe. On verra bien ce que cela va donner. De plus, les structures politiques européennes et médiatiques commencent aussi à prendre conscience
de l'idéologie des frères musulmans qui, à l'origine, est une idéologie qui s'inscrivait dans l'islamisation de l'Europe, sous la tutelle de la confrérie mère d'Égypte, dans une certaine mesure aussi de la structure syrienne, etc. Et donc, il y a pour le moment une sorte de bouillonnement qui traverse, et c'est très intéressant à suivre, et je pense que à terme, je pense que les frères musulmans ont assez d'intelligence, je pense qu'ils sont assez d'intelligence que pour pouvoir remettre en cause, je dirais, leur stratégie première, pour pouvoir, je dirais, intégrer en tant que musulmans européens la sphère de l'état de droit et de la démocratie, et je l'espère. Vous avez stipulé tout à l'heure, M. Khalid Ziguindi, que beaucoup de personnalités, beaucoup d'intellectuels, en tout cas, prennent de recul en fait, par rapport à la confrérie des frères musulmans. Pourquoi en fait les frères musulmans ne s'affichent pas comme frères musulmans? Alors que par exemple un salafi, il peut dire moi je suis salafiste. Un tabliri, il va dire moi je suis tabliri. Un chiite, il déclare qu'il est chiite. Pourquoi un frère musulman, lui, il n'affiche pas en fait son appartenance à la confrérie des frères musulmans? Mais c'est une réalité en Europe, mais pas en Orient. Et pourquoi? En Orient, l'ensemble des Parce que beaucoup de gens posent cette question. Fréristes, en fait. Ouais. Que ce soit en Égypte, au Koweït, ou en Jordanie, ou en Syrie, les frères musulmans se sont toujours affichés comme faisant partie de cette grande organisation, je dirais, islamique, ou islamiste, puisque il ne faut pas que le mot islamiste devient un terme péjoratif, dans la mesure où, lorsqu'on parle de l'islamisme, c'est de l'islam politique qu'on parle. Et quand on parle de l'islamique, c'est de l'islam, je dirais, de la da'wa, de la piété, etc. Donc, voilà. Donc, en Europe, non. En Europe, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une bonne posture que de ne pas se proclamer comme faisant partie de la structure ou du courant frériste tel qu'il existe en Orient, mais je ne comprends pas pourquoi les frères musulmans, alors que pratiquement l'ensemble de tous ceux qui travaillent sur ces dossiers, sur ces réalités-là, savent par exemple que Tariq Ramadan, que Hani Ramadan s'ils ne sont pas membres de la direction des frères musulmans, mais en tout cas travaillent dans le sens je dirais de la stratégie telle que promue par le Qatar, par le Qaradawi, etc., etc. Et donc je ne comprends pas pourquoi cette taqiyya assez, tu vois, ces cachotteries assez prononcées. Et je pense que les frères musulmans, à un moment donné, ont même pris langue avec les États-Unis, qui les a reconnus comme un mouvement incontournable dans la vie égyptienne, dans la vie jordanienne, et qui ont discuté. Le Hamas, à un moment donné, aussi avait été contacté par les États-Unis à un moment donné, parce que comme Israël voulait faire pièce au mouvement de Yasser Arafat, il a encouragé, en tout cas en sous-main, le mouvement Hamas pour pouvoir, je dirais, créer une sorte de scission et de division au sein de la classe politique. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, ici en Europe, les frères musulmans ne s'affichent pas comme tels. Et je pense que c'est une question qui reste un peu, pour moi, mystérieuse. Okay. Monsieur Khalid Ziguindi, nous arrivons à terme. Je vous remercie de votre présence pour une autre fois. Et puis alors, nous allons entamer la prochaine fois le thème des mouvements djihadistes. Des mouvements djihadistes. Donc le jeudi prochain, à 17h, nous allons parler... Inch'Allah. Inch'Allah. Et bon Ramadan à tout le monde. Merci, Monsieur Khalid Ziguindi. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous arrivons à terme de notre émission. Au revoir.